Xavier Ducrest de Villeneuve, soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Et merci de nous recevoir chez vous, le Lutetia étant encore fermé à cause de la pandémie. Merci de nous recevoir chez vous et de m'accorder quelques minutes dans votre emploi du temps très chargé. Alors, j'ai une première question à vous poser. Je voudrais citer Nelson Mandela. Nelson Mandela, un journaliste un jour demandait à Nelson Mandela qui était-il. Et la réponse a été la suivante: je suis le capitaine de mon âme. Xavier Ducrest de Villeneuve, qui êtes-vous? C'est une très vaste question, puisque je pense que l'on n'est au crépuscule de sa vie. Donc pour le moment, ce que je peux dire, c'est ce que je suis aujourd'hui, mais pas ce que je serai en tant qu'être humain, dans sa complétude. Donc à date, ce que je suis, c'est un être humain au service des plus fragiles, à travers des activités qui sont aujourd'hui prodiguées dans le monde entier, dans plus de 60 pays, pour venir en aide aux plus fragiles d'entre nous, les personnes handicapées, les personnes vulnérables. Et nous avons chez Handicap International plus de 400 programmes dans plus de 60 pays. Et nous sommes plus de 4000 à œuvrer dans ce mandat. Donc, qui je suis à date, je suis cette personne-là au service de cette mission-là. Moi, je suis simple salarié, donc je suis directeur France de Handicap International. D'accord, directeur France. Et aussi, je crois que vous avez une autre fonction. Oui, je suis aussi président de Alliance Urgence, qui est une association que nous avons montée avec Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité Internationale, Plan et Care International EU, de manière à mettre en commun nos moyens pour communiquer et collecter d'une seule voix en cas de crise humanitaire. Donc, quand il y a une crise, vous pouvez vous tourner vers Alliance Urgence, 6 ONG, un clic, un don. Et nous communiquons ensemble de manière à faire comprendre que nous sommes aussi acteurs dans le monde sur le terrain, dans nos missions. Nous complétons nos expertises pour amener un maximum de résultats auprès des personnes vulnérables. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous retracer très rapidement votre parcours jusqu'à votre directeur France d'Handicap International? Parce que je crois que vous avez un parcours très riche qui vous a conduit ici. Alors en quelques lignes. Alors rapidement, parce que par rapport à votre parcours à vous, le mien on a un parcours plus simple. Oui, beaucoup plus simple, mais toujours au contexte de la fragilité. Non, j'ai toujours voulu être... je suis né en Afrique, j'ai vécu ensuite à Paris, j'ai toujours voulu être dans la créativité et j'ai fait une école des arts appliqués des métiers d'art pour faire de la publicité. Et j'ai fait pendant des années de la publicité, puis j'ai monté plusieurs structures, puis j'ai rejoint les grands groupes internationaux, puis cheminant, j'ai aussi travaillé, et ça c'est mon éducation qui le fait, bénévolement pour des associations. Que ce soit dans les différentes aventures managériales, entrepreneuriales que j'ai eues. Un jour, j'ai quitté Paris avec mon épouse, nous avons décidé de quitter Paris. Et je me suis associé avec une structure ici. Et j'ai rencontré Jean-Baptiste Richalier, le cofondateur de Handicap International. D'accord. Et là, on a décidé ensemble de travailler. Et j'ai travaillé 20 ans avec un très grand bonheur, bénévolement, avec nos équipes pour Handicap International. Et puis, vous voyez où ça mène, c'est que... Vous avez mis le pied à l'étrier. Voilà, mais le pied à l'étrier est intéressant parce qu'à un moment dans sa vie, on se pose la question justement de cette complétude dont je parlais au début. Qu'est-ce qui fait notre unité? Et est-ce qu'on est à même d'aligner ses valeurs avec ses actions, avec sa raison d'être? Et du coup, poussé aussi par mon épouse, car je suis très bien marié, eh bien j'ai accepté de tout arrêter dans ce qui concerne la publicité et l'économie marchande du domaine privé pour m'engager dans le milieu associatif. Pour vous engager dans le milieu associatif. Et dans Handicap International, vous mettez en valeur l'humain, la dignité de la personne humaine. Alors si je devais vous poser une question très directe, pour vous, qu'est-ce qu'une personne? Pour vous, qu'est-ce qu'une personne humaine, c'est-à-dire l'humanité? Et enfin, ma troisième question, comment définiriez-vous la dignité de la personne humaine? Je vais commencer par la fin. Je crois que la plus belle campagne que j'ai jamais faite en communication et en publicité, ça a été pour Handicap International. Le jour où on a rebâti les fondamentaux de cette marque et on a sorti avec les équipes Handicap International et sa signature c'était Vivre debout. Et je crois que Vivre debout,
On a mis beaucoup de temps à le vendre en handicap international et même à le vendre aux salariés et aux bénévoles et à toutes les personnes qui vivent en situation de handicap. Parce que quand on est en fauteuil roulant, quand on est en situation de handicap, quand on entend vivre debout, on se dit mais il se moque de moi. Et au fond, ce double sens de la réadaptation fonctionnelle que fait Handicap International sur le terrain, mais n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de faire en sorte que les personnes victimes, soit de catastrophes naturelles, soit de conflits armés, retrouvent leur dignité en se prenant elles-mêmes en main, de manière à, de façon autonome, pouvoir espérer dans un avenir plus ou moins lointain, plus ou moins proche, mais en tout cas vivre en tant qu'être humain autonome et responsable. Vivre en tant qu'être humain, mais alors comment vivre en tant qu'être humain alors qu'on est atteint d'un handicap? Alors, on est tous atteints de handicap. Je pourrais vous dire quels sont mes handicaps, mais j'en ai aussi. Le handicap est visible ou invisible. Et aujourd'hui, fort heureusement, on s'intéresse de plus en plus à tous ces handicaps invisibles. Et comment vivre quand on est dans cette situation-là? Je pense que le maître mot, le vrai maître mot, c'est la fraternité. Et vous voyez, je passe mon temps à réorganiser ce qui est écrit au frontispice de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Je pense que si on commençait par fraternité, alors les deux autres se déclineront tout à fait naturellement. Parce que se sentir en fraternité, c'est se dire que vous et moi sommes totalement, non pas égaux, au sens rabelaisien du terme, mais que l'on doit vivre avec équité, et que nous sommes traités en équité, face à nos responsabilités, et que sans cette équité, c'est cette conscience de la fraternité, alors on n'arrivera pas à faire en sorte que les personnes en situation de handicap, parmi toutes les autres, puissent vivre en personnes autonomes responsables. Donc rendre leur dignité, c'est leur rendre leur place dans cette fraternité. Rendre la place dans la fraternité, vous venez d'utiliser le mot égaux, nous sommes tous égaux. Au XVIIIe siècle, Diderot a écrit un ouvrage, un essai sur l'égalité, où il essaie de comprendre, et c'est le grand paradoxe en fait finalement du XVIIIe siècle, comment pouvons-nous être égaux alors que nous sommes différents? Quelle est la richesse de la différence? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est... Alors justement, il y a, je crois, Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit une phrase absolument merveilleuse qui dit « Loin de m'effrayer, je m'enrichis de tes différences ». Et il y a une autre phrase que j'adore, c'est dans l'altérité, c'est « accueillir en soi la part de l'autre ». Et ça, c'est très très fort, parce que c'est vraiment cet acte d'amour, de d'oublier une partie de soi pour accueillir la différence de l'autre. Et quand Saint-Exupéry dit loin de m'effrayer, je m'enrichis de tes différences, vous savez ce petit livre qui était sorti Matin Brun, où tout d'un coup on a une idée d'aligner tout le monde sur un dogme d'égalité qui n'est pas celui de l'équité. Je crois que véritablement, il ne faut pas se tromper sur la traduction du mot égalité. Nous sommes égalité devant les droits, oui, devant la société, devant la fiscalité, devant le travail, devant tout ce que vous voulez. Mais nous ne sommes pas égaux. Vous êtes chauve, j'ai des cheveux. Vous êtes né en Inde, je suis né en France, enfin en Afrique, mais de parents français. Oui. On a tous les deux yeux marrons, c'est ce qui fait peut-être notre ressemblance. On porte des lunettes, mais on est tous différents. Et respecter la différence, c'est respecter cette égalité au nom de cette fraternité et de la solidarité nécessaire à créer une humanité. Donc se considérer dans l'humanité, c'est bien cette solidarité nécessaire du respect de cette différence. Oui, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Peut-être une question de sémantique. Pouvez-vous simplement faire la distinction entre égalité et équité? Vous avez utilisé les deux. Alors justement, c'est bien ce que je perçois aujourd'hui dans notre société. On confond ce mot égalité. Oui, voilà. C'est un mot valise dans lequel on met beaucoup de j'ai droit à. Oui. Non, je suis désolé, je suis respectueux de tout le vivant. De tout le vivant. Parce que c'est toute une chaîne de vivants qu'il faut respecter. De la feuille de l'arbre jusqu'à notre humanité. Parce que sans les uns et les autres, alors on casse cette humanité qui doit vivre de tout le vivant. Mais ce n'est pas pour autant que je suis l'égal de la feuille. Et il y a une tendance aujourd'hui, notamment poussée par un transhumanisme qui s'inspire du XIIe siècle, hein, oui. Qui nous fait croire que Gaïa,
cette sainte terre est l'équivalent de l'homme, que l'animal est l'équivalent de l'homme, et que de ce tout-là, nous allons, grâce aux technologies, l'emmener vers un éloignement de la fragilité, car nous allons tous être, demain, des êtres parfaits, sans aucune possibilité d'être malades, d'avoir des pathologies. D'ailleurs, on pourra voir si on allait naître et si on va naître plus ou moins handicapé ou pas, et on pourra, comme ça, évacuer les handicaps, évacuer la fragilité. Mais évacuer les fragilités, c'est évacuer notre capacité à être de l'empathie et à se sentir frère. Parce que sans fragilité, on ne peut pas avoir d'empathie, on ne peut donc pas se considérer comme ayant des relations et des relations d'entraide et de solidarité. C'est vraiment superbe, Xavier Ducrest de Villeneuve. Vous parlez de respect, vous parlez d'égalité. Mère Teresa avait une citation, une très belle citation, je trouve. Elle disait la plus grande fragilité de l'homme, c'est son manque d'amour. Comment réagissez-vous à cette réflexion de Mère Teresa? Alors, la plus grande fragilité de l'homme, c'est son manque d'amour. Serait son manque d'amour. Et je garde l'espérance. Parce que au fond de moi, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui montre l'extrême générosité de notre humanité. Vous voyez, vous me parlez de handicap international, vous parliez aussi des difficultés de vivre en tant que personne en situation de handicap, mais on voit aujourd'hui, et les chiffres le montrent, que les donateurs restent généreux malgré les difficultés. Et vous qui venez des pays du Sud, on va dire que l'Inde est dans le Sud, même si c'est le plus en l'Est que le Sud, on sait très bien que les plus démunis sont les plus solidaires et les plus charitables. Donc il y a dans la conception et dans la conscientisation de notre propre fragilité, notre capacité à être généreux, donc à aimer. Et donc pour moi, c'est bien du conditionnel. Ce serait du conditionnel. Donc vous mettez en parallèle l'amour et la générosité. Absolument. Pour vous, la générosité, c'est une marque d'amour. Ah, mais complètement. D'accord. Et comment définissez-vous aimer si vous deviez donner une définition de l'amour? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de l'amour, si ce n'est justement cette capacité à s'oublier dans l'autre. C'est très beau, vous savez, s'oublier dans l'autre. Ozanam a écrit des choses merveilleuses là-dessus. Frédéric Ozanam. Voilà. Et Ozanam a écrit des lettres à sa femme. Et je crois qu'il écrivait quasiment une lettre par jour à sa femme et il lui offrait une fleur par jour. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a eu un déclic et il a dit à son épouse, il était en pleurs, il lui a dit « Pardonne-moi ». Et elle lui a dit « Mais de quoi? Mais je m'aperçois que je t'aime pour moi-même ». C'est très beau. C'est ça. Je ne connaissais pas cette... Et c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est souvent dans l'acte d'amour, dans je vis dans le regard de l'autre. C'est vrai que je vis dans le regard de l'autre. Mais ça peut être ensuite mal interprété comme une satisfaction de son propre ego. Oui. Alors que je vis dans le regard de l'autre pour le regard de l'autre et pas pour moi-même. C'est ça. Mais je ne connaissais pas cette petite anecdote d'Ozanam. Merci de l'avoir... De me l'avoir apprise et de l'avoir rappelé peut-être à nos amis téléspectateurs. Vous dites « je vis dans le regard de l'autre ». Je voudrais aborder la question de la beauté humaine. Dans l'Antiquité, Platon, Socrate le disait, mais il posait la question, Socrate, la vie vaut-elle vraiment d'être vécue avec un corps en loques et en ruine? Autrement dit, dans l'Antiquité, le statuaire, si je puis dire, c'était la beauté, le corps, la musculature, etc. Nous voyons une personne en situation de handicap. Elle nous interpelle. Elle n'est pas comme nous, nous ne sommes pas comme elle. Comment? Platon disait que l'harmonie se trouvait à la fois dans le corps et l'esprit. C'était le mariage du corps et de l'esprit qui rendait la personne belle. Comment, dans un corps disgracieux, pouvons-nous encore parler de beauté humaine? Alors, je peux vous dire que depuis que je travaille dans les associations humanitaires, soit de développement, soit les ONG, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'ai découvert de la beauté incroyable dans la fragilité et dans le dépassement de soi et dans la façon dont les personnes en pauvreté ou les personnes en situation de handicap, ces personnes-là avaient de s'adresser à vous. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait sur la diversité et la complémentarité de cette diversité qui est nécessaire à la conception de l'égalité,
regarder quelqu'un en situation de handicap, ce n'est pas regarder son handicap. Et donc, quand aujourd'hui je travaille avec des personnes en situation de handicap, je ne regarde pas le handicap, mais je regarde l'extrême habileté, l'extrême agilité. Il faut savoir que quelqu'un qui est en mobilité réduite, aujourd'hui, en France, c'est déjà compliqué. En Inde, je vous en parle pas. En Afrique, en Amérique latine, c'est l'enfer. Mais même en France, mais même partout, mais pour quel que soit le handicap, elles sont en adaptation, ces personnes, permanentes. Mais tous les jours. Jean-Baptiste Ibon, que vous connaissez bien, qui est dans mon conseil d'administration, me disait, pour faire référence à ce qu'il vivait, tu sais Xavier, j'exprime mon handicap en disant, c'est comme si vous promeniez tous les jours avec des chaussures de ski aux pieds. C'est-à-dire que lui se déplace difficilement, mais il est conférencier, mais il écrit des livres, mais il a monté des structures, il est entrepreneur. Et au fond, quand je vois Jean-Baptiste, je ne vois pas son handicap. Donc, quand je vois aussi Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique, qui est une femme extraordinaire, quand elle vous parle, quand vous la considérez dans son entièreté de personne humaine, vous oubliez son handicap. Donc, travailler et vivre avec des personnes en situation de handicap, c'est travailler avec des humains, ni plus ni moins. Votre fragilité ou la mienne, elle est invisible, mais elle existe. Est-ce que je vais dire, tiens, j'ai parlé à Emmanuel d'une façon spécifique parce que je connais son passé, je connais ce qu'il a été, et donc je vais adapter mon discours? Pas du tout. Pas du tout. Il faut se considérer les uns et les autres comme ayant tous des fragilités et des handicaps. Et simplement, c'est plus ou moins visible, c'est plus ou moins accessible, ça heurte plus ou moins la vue, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la personne humaine. Derrière toute personne humaine, il y a un handicap, il y a une fragilité, il y a une pauvreté. Et cette pauvreté peut être de nature totalement différente. Xavier Ducrest de Villeneuve, c'est passionnant ce que vous dites. Comment accepter nos fragilités? Alors, accepter nos fragilités, c'est, je pense, les avoir vécues soi-même. C'est-à-dire, je n'en veux pas à ceux qui n'ont jamais touché du doigt la fragilité, d'en être éloignés et de ne pas la considérer. Vous, Emmanuel, vous avez une vie fondée dans votre ADN sur la fragilité. Moi, j'ai failli ne pas naître. J'ai eu un accident de mobilette, j'ai failli y passer. J'ai vu mes parents disparaître, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai eu un cancer. Tout ça m'a construit plutôt que détruit. Mais m'a construit non pas pour moi-même, mais m'a construit cette représentation de la fragilité chez les autres. Et elle ne se voit pas. Est-ce que vous voyez tous? Est-ce qu'on ne voit pas du tout? Vous êtes en costard-cravate, absolument un être accompli. Personne ne peut imaginer d'où vous venez. Moi non plus. C'est ça. C'est ça qui est fondamental. C'est de se dire, une fragilité handicap n'est pas visible. Mais une femme seule aujourd'hui avec 2 enfants dans le Covid, elle est fragile. Elle a un certain type de handicap. Donc on est là pour être à l'écoute. Et je pense que c'est une composante de notre humanité, de notre capacité dans l'humanité, c'est l'écoute, c'est l'attention et c'est l'accueil. Vous venez de parler du Covid. Le 3 décembre dernier a été marqué, c'était la journée internationale des personnes handicapées, qui reste malheureusement très souvent exclues de la société et qui plus est pendant cette période. Le 3 décembre, c'est le jour de ma fête, donc je ne pouvais pas échapper à mon métier. C'est ça. Et je suis né le 19 juillet, c'est le jour du lancement du handicap international, Wow. qui va avoir 40 ans. Vous donc étiez je crois que directeur voilà, on ne refait pas son histoire, on arrive là où on doit être. Et oui, exactement, oui. Bonne fête un peu en retard. Donc, voilà. Donc, dans cette situation Covid, quels sont les défis à relever les défis actuels à relever pour remédier à cette situation terrible des personnes en situation de handicap qui vivent aussi cette pandémie avec beaucoup de souffrance, comme nous tous? Eh bien, c'est comme nous tous. Il n'y a pas plus ni moins. Si on parle d'égalité, là, nous sommes tous égaux face à cette pandémie. Ce que je peux dire, c'est que nous avons dû effectivement retravailler pas mal de nos thématiques, de nos programmes sur le terrain, puisque pour revenir à Handicap International, l'un de nos mandats, c'est que dans les camps de réfugiés, par exemple, c'est s'assurer que les personnes fragiles et les personnes en situation de handicap aient bien l'aide humanitaire qui est apportée aux camps de réfugiés. Que dans des villages, que dans des villes, que dans les pays où nous sommes, pareil. Nous avons une première attention à ce que les personnes en situation de handicap bénéficient de toute l'aide apportée. Et le Covid
ou la Covid. Oui. La Covid n'échappe pas à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Togo, nous avons dû réorienter nos ateliers de fabrication de prothèses pour créer des visières, fabriquer du savon, du gel, et apporter ça au plus loin que l'on puisse aller dans la profondeur de la société, jusqu'aux plus démunis, jusqu'aux plus éloignés de l'aide humanitaire, y compris donc les personnes en situation de handicap. Et donc, oui, vous adaptez aux situations pour leur porter... Donc pour revenir à la question, eux comme tout le monde, oui. nous avons besoin bien sûr de vaccins, pas simplement de médicaments, d'attention et surtout d'information, parce que dans beaucoup de pays, il y a une désinformation complète sur ce qu'est le handicap. Ce qu'est la Covid par rapport à la société. On entend aussi cette théorie du complot. Il semblerait que la 5G propage la Covid. Non mais c'est absolument dément. Les réseaux sociaux, on pourra en reparler sur une autre émission parce qu'il y a du bon et du très mauvais. Mais donc non, les personnes en situation de handicap doivent être absolument intégrées à tout le reste. Et c'est leur éloignement qui souvent gêne ou freine leur accès aux soins et leur accès à l'aide humanitaire. Ah oui. Mais alors dans votre travail en tant que directeur France Handicap International, vous voyager beaucoup, vous avez dû voyager. Quelle est la plus grande richesse que vous retenez de toutes les rencontres que vous avez faites? Parce que vous voyez tellement de pays, tellement de personnes. La plus grande richesse, c'est la totale humilité de soi-même par rapport à la richesse de ces gens-là. Vous savez, quand vous arrivez dans des camps de réfugiés et que vous voyez, je me souviens à Gambela, c'est dans l'ouest de l'Éthiopie, un camp de 7000 personnes, des femmes qui sont prises en main, qui ont créé des cafés, qui ont créé leur propre économie, qui vont à la ville voisine, qui font des heures de marche pour apporter au camp des denrées qu'il n'y a pas et retravailler une économie là. Moi je me dis que ces femmes-là ont beaucoup à nous apporter. Et je ne cesse que de dire à tous ceux que je rencontre qui sont en situation de décision politique, inspirez-vous de ce qui est fait dans le Sud. Parce qu'il y a de l'ingéniosité, il y a de la solidarité, il y a une fraternité, il y a une joie que l'on n'a plus ici. Mais une joie de quoi? Une joie de s'entraider et de réussir, même dans les petites choses. C'est ça qui est absolument formidable dans le métier qu'on fait aujourd'hui. Y a-t-il une rencontre qui vous a la plus marqué? S'il y a vraiment une belle rencontre qui vous a édifié, qui vous a construit et qui vous a permis de donner sens à votre travail, quelle serait cette rencontre? Alors je vais vous surprendre, mais c'est dans le métro parisien. C'est-à-dire, ah oui, c'est surprenant. Je pensais que vous alliez nous donner une rencontre dans un pays. Ah oui, j'en ai eu plein. Oui. Mais celle qui m'a vraiment perturbé dans cette part d'humanité que l'on a, ou que l'on essaye d'afficher, ou en tout cas de travailler. Dans le métro parisien, on est censé être sollicité par des gens qui viennent nous faire la manche. Et puis on donne une fois, deux fois, et puis si on change de métro 2 ou 3 fois, on retrouve toujours des gens. J'avais donné une fois, puis là j'en avais marre, et arrive un barbu, tout rouge, c'était l'hiver, et il fait son speech, et personne ne lui donne, et tout le monde plonge son nez dans son bouquin, dans son smartphone. Et je le vois au milieu de nous tous, et nous toutes, fondre en larmes. Vous voyez, ça aussi, ça me touche encore. Cet homme, qui était mon frère, est sorti, les bras en bas, les épaules tombantes, sur le quai, tout seul, s'est mis à pleurer. Le temps que je me lève dans le métro, il y avait plein de monde, j'ai pas pu sortir. Je m'en veux encore. Ah oui, parce que vous regrettez de ne pas être allé le voir. Et c'est une très belle rencontre. Merci de l'émotion que vous transmettez. Non, oui, mais merci de votre belle humanité. C'est en effet une très très belle rencontre qui construit, qui édifie et qui nous fait réfléchir. En tout cas, qui nous donne sens et qui donne sens à votre travail. L'interview va bientôt s'achever, mais j'ai encore 2 questions. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez un portrait, vous avez été consacré dans les Échos il y a quelques temps, et vous écrivez, je vous cite, « Les ONG ont un devoir de croissance pour faire face aux crises humanitaires grandissantes ». J'ai 2 questions. À votre avis, pourquoi les crises humanitaires grandissent? Première question. Et deuxième question, quel est le devoir, vous parlez du devoir, quel est le devoir de croissance que doivent avoir les ONG?
Parce que le devoir, c'est vraiment moral. Donc c'est un devoir moral, absolument. D'abord, de pouvoir faire face à ce que je dis là. Les crises humanitaires sont croissantes par la folie des hommes, encore aujourd'hui, en Centrafrique. Hein. Quelle est cette folie des hommes dont vous parlez? Eh bien, c'est l'absence de conscience démocratique, de sens politique au sens platonique du thème, platonien du thème, et donc de vouloir s'accrocher au pouvoir pour son propre désir, son propre territoire, sa propre communauté, sa propre ethnie quelquefois. On peut le voir aussi en Inde aujourd'hui, hein, malheureusement. Donc il y a des conflits qui sont générés par des soi-disant prises de position religieuses qui n'en sont pas. Donc il y a cette folie humaine qui augmente les conflits armés de façon absolument incroyable, et puis les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes et violentes. Et donc notre devoir, c'est d'y faire face. Et donc on est obligé de grandir pour avoir de plus en plus de personnes, de salariés qui portent assistance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les bailleurs de fonds institutionnels aussi font face à cette explosion de crise humanitaire, cette incroyable augmentation, et que donc ils ont des budgets de plus en plus gros. Ayant des budgets de plus en plus gros, ils doivent avoir des appels à projets qui sont de plus en plus forts, et donc il faut qu'on soit parmi les grandes ONG qui montrent qu'ils ont une surface suffisante pour répondre à ces grands enjeux, et ces grands enjeux financiers qui sont des grands enjeux de terrain. Et donc on se doit aujourd'hui plus de doubler pour porter assistance et être éligible à ces grands fonds institutionnels qui nous aident à porter assistance. C'est une espèce de logique, oui, c'est ça. à la fois économique, à la fois militaire, à la fois technique, pour porter assistance dans les crises humanitaires. D'accord. Et nous, alors, vous parlez de la question financière. Comment nous pouvons aider Handicap International? Y a-t-il un site? Y a-t-il un lien pour pouvoir... Merci Emmanuel, merci. Voilà. Je n'ose jamais le faire directement, merci Emmanuel. On est aussi là pour ça. Mais oui, il faut vous aider. Il faut nous aider. Eh bien, vous allez sur le site handicapinternational.fr et vous allez sur la page d'accueil, il y a Je donne. Et aujourd'hui, nous avons grandement besoin de fonds pour faire face à la Covid, bien entendu, mais faire face aussi à ces immenses besoins de catastrophes qui sont aujourd'hui à 80% des conflits armés, et nous aider aussi à porter notre mandat politique, c'est de se battre contre le bombardement des civils. Donc allez aussi sur notre site et signez la pétition. On est prix Nobel de la paix en 2005 pour avoir fait signer un traité international contre les mines antipersonnelles. De nouveau en 2007, on a fait signer un traité international contre les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, en 2021, on va faire signer une déclaration politique de respect du droit international militaire et des conventions de Genève pour faire cesser le bombardement des civils en zone peuplée. Super, les amis, écoutez le message que Xavier Ducrest de Villeneuve vient de nous livrer. Xavier Ducrest de Villeneuve, une dernière question. Beaucoup de jeunes veulent s'engager, beaucoup de jeunes veulent vous aider, vous admirent dans tout ce que vous faites, dans vos dynamismes. Si. Quel est aujourd'hui le message que vous leur adressez? Alors j'ai une marotte. J'ai une marotte pour la dignité humaine. Battons-nous contre cette idée du tout technologique, et que Aldous Huxley aurait écrit que nous allions vers un monde idéal, un monde meilleur, à travers justement l'homme augmenté. Et s'il vous plaît, parlons de l'homme élevé par rapport à l'homme augmenté. Je pense que élever l'homme, c'est fondamental à travers l'éducation, à travers l'accompagnement, à travers tout le travail de la dignité humaine, beaucoup plus qu'à travers un travail de technologie qui va simplement l'assister, mais qui va surtout l'étouffer. Donc la différence entre homme augmenté et homme élevé, l'augmentation c'est la technologie, n'est-ce pas, et l'élevé c'est la dignité, c'est l'éducation, et c'est se faire retrouver dans notre solidarité, notre fraternité en humanité. Les amis, élevons l'homme, comme vient de nous dire Xavier Ducrest de Villeneuve, élevons l'homme, tel est aujourd'hui le message qu'il nous livre. Je voudrais terminer, Xavier Ducrest de Villeneuve, par une citation de l'écrivain français du XXe siècle, Jacques de Bourbon-Busset, qui disait « La pauvreté du cœur ne nourrit jamais l'intelligence, mais la richesse du cœur développe souvent l'esprit. » Xavier Ducrest de Villeneuve, vous avez un dynamique, vous avez une fougue qui nous donne envie de vous suivre. Merci pour votre belle humanité. Vraiment, merci de nous l'avoir partagé.
Et puis je vous souhaite bon courage pour toutes vos responsabilités et je me permets de vous présenter tous mes meilleurs vœux à Handicap International, à votre famille pour cette nouvelle année. Merci Emmanuel de m'avoir reçu, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt j'espère sur notre site internet handicap-international.fr. À bientôt les amis, merci Xavier Ducrest de Merci. Minos, merci beaucoup.